Elle était ma patronne. Riche. Puissante. Sublime. Et totalement obsédée. J'ai dit non. 100 fois. J'avais une femme, un enfant, une vraie famille. Mais quand elle m'a menacé de m'accuser d'un détournement de 3 millions d'euros si je ne couchais pas avec elle, tout a explosé. J'ai perdu mon boulot. J'ai fini devant les tribunaux. Mon fils pleurait tous les soirs, ma femme tremblait sans arrêt. Et quand je croyais avoir touché le fond, j'ai fait la seule chose que je m'étais juré de ne jamais faire. Aujourd'hui, je vis avec un secret. Un secret qui nous a peut-être sauvés. Ou détruits. Tout dépend de comment on regarde l'histoire. La première fois qu'elle m'a touché, c'était subtil. Une main sur l'épaule. Un regard trop long. Je n'y ai pas prêté attention. Franchement, qui s'attend à ce que sa supérieure vous drague pendant une réunion trimestrielle? Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle s'appelait Marianne. Directrice financière. Tout le monde l'admirait. Elle contrôlait chaque pièce comme elle gérait les budgets, avec une précision implacable. J'étais là depuis 3 ans. CDI stable, bon salaire, une femme, et un petit garçon de 5 ans à la maison. La vie n'était pas parfaite, mais elle m'appartenait. Tout a commencé un soir. Elle m'a convoqué dans son bureau après 19 h. Elle voulait que je jette un œil à une transaction suspecte. Le bâtiment était presque vide. J'ai hésité, mais j'ai fini par y aller. Elle s'est servi un verre de vin. Un pour elle, un pour moi. J'ai décliné. « Détends-toi, Eric », m'a-t-elle dit d'une voix calme et froide. « Tu fais du bon boulot. » Elle était trop proche. Trop penchée au-dessus de mon épaule. Et quand sa main a glissé dans mon dos jusqu'à ma hanche, je me suis levé d'un bond. J'ai fait tomber sa chaise. « Je suis marié », j'ai dit. « Et j'ai un fils. » Elle a souri. Sans se démonter. « Je ne te demande pas ta main. Juste une nuit. » Je suis parti. Persuadé que ça s'arrêterait là. Mais non. Les semaines suivantes, elle n'arrêtait pas de trouver des excuses pour m'avoir près d'elle. Réunions inutiles. Mail tardif. Une prime que je n'avais pas méritée. Quand je l'ai confrontée, elle est devenue distante. Puis glaciale. Une semaine plus tard, elle m'a rappelé dans son bureau. Cette fois, il y avait le directeur de l'audit interne avec elle. Une enquête a été menée, a-t-elle dit en me lançant un dossier. Il semblerait que tu aies détourné près de 3 millions d'euros. Faux prestataire. Signature. Tout trace ta connexion. Mon sang s'est glacé. Un coup monté. Je l'ai compris tout de suite. Mais les documents semblaient authentiques. Signature, historique, tout. J'ai tenté d'expliquer. Elle m'a juste regardé comme une prof déçue. Tu sais comment ça se termine, Eric. Tu perds ton agrément. Ta liberté. À moins que... Elle s'est levée. A contourné la table. Une nuit. Et tout disparaît. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti. Mais je savais, ma vie était sur le point de voler en éclats. Ce soir-là, j'ai dit à ma femme que j'avais des ennuis au boulot. Sans mentionner Marianne. Ni à quel point c'était grave. Le premier avocat que j'ai contacté m'a demandé 10 000 € juste pour ouvrir le dossier. On ne les avait pas. Pas plus. Je pensais pouvoir m'en sortir. Que la vérité finirait par triompher. J'avais tort. Parce que ce n'était pas une affaire de preuve. C'était une affaire de pouvoir. Et Marianne en avait, tout. Une semaine plus tard, j'étais suspendu. Plus de salaire. Aucune indemnité. Juste un mail froid du service RH, dans l'attente des conclusions de l'enquête pour faute grave. Marianne, elle, rayonnait. Je l'ai croisée quand je suis revenu vider mon bureau. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a lâché. Chaque action a ses conséquences. Ma femme, Clara, tenait mieux le coup que moi. Elle a augmenté ses heures à la clinique, a fait des miracles avec chaque euro. Et elle a même vendu sa bague de fiançailles en cachette pour payer l'avocat. Mais on coulait. Lentement mais sûrement. Le loyer, l'électricité, la crèche de notre fils, Louis, tout nous dévorait. J'ai commencé à vendre mes outils, nos appareils, tout ce qui avait de la valeur. Pendant ce temps,
mon nom était sali partout. Les anciens collègues ont arrêté de me parler. Les voisins chuchotaient. Un jour, Louis m'a demandé. « Papa, pourquoi tu vas plus au travail ?» J'ai juste serré mon fils dans mes bras. Sans pouvoir répondre. L'avocat n'a pas aidé. Il a dit que le dossier contre moi était solide. Des preuves accablantes. Sauf que tout était faux. Chaque document, chaque signature, chaque connexion trafiquée. Mais à chaque fois que je tentais de prouver le contraire, Marianne effaçait toute trace. Elle avait pensé à tout. Et puis, j'ai reçu un texto. « Tu as jusqu'à vendredi. Mon offre tient toujours. Tu sais ce que je veux. » Je ne l'ai pas montré à Clara. Je l'ai juste supprimé. Vendredi est arrivé. Ce matin-là, on n'avait plus rien, pas de lait, pas de pain, plus d'essence. Louis pleurait parce que ses chaussures étaient trop petites. Je ne pouvais même pas le regarder. Ce soir-là, j'ai appelé Marianne. Elle n'a pas décroché. Juste un SMS avec une adresse et un numéro de chambre. Je n'y suis pas allé. Pas ce soir-là. À la place, j'ai tenté une dernière chose, convaincre le procureur de me croire. Je lui ai tout montré. Tous les éléments que j'avais réunis. Mais ça n'a pas suffi. L'audit de l'entreprise confirmait les accusations. Marianne avait trop bien couvert ses traces. Et alors, les choses sont devenues réelles. Des charges officielles ont été déposées. Escroquerie. Détournement de fonds. Abus de confiance. Je risquais jusqu'à 20 ans de prison. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Clara tenait bon en apparence, mais chaque nuit, je l'entendais pleurer dans la salle de bain. Elle pensait que je dormais. Mais je ne dormais jamais. La veille de ma comparution, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Clara assise à la table de la cuisine. Elle fixait un avis de coupure d'électricité. Elle était pâle. Vidée. Je n'y arrive plus, Eric, a-t-elle murmuré. J'essaie. Mais Louis a besoin de manger. Il a besoin de chaleur. Et moi, j'ai besoin de toi. Ce soir-là, je suis resté 2 heures dans ma voiture, garée devant l'hôtel. Je n'ai pas monté. Mais je ne suis pas reparti non plus. Je suis resté là. Tremblant. À 23h58, j'ai ouvert la portière. Et j'ai marché vers la chambre 814. Le couloir sentait le parfum bon marché et la javel. Chaque pas résonnait sur la moquette usée alors que je m'approchais de la chambre. J'ai frappé une fois. La porte s'est ouverte avant même que je lève la main une seconde fois. Marianne se tenait là, pieds nus, en peignoir de soie. Ses cheveux détachés. Sans maquillage. Elle avait l'air plus humaine. Presque fragile. Mais ce n'était qu'un masque. « Tu as fait le bon choix », a-t-elle soufflé en s'écartant pour me laisser entrer. Je n'ai rien dit. J'ai juste marché jusqu'à l'intérieur. La pièce était tamisée. Chaude. Une coupe de champagne m'attendait sur la table. Un deuxième peignoir, soigneusement plié, reposait sur le fauteuil. « C'est maintenant, a-t-elle dit, que tu arrêtes de faire semblant et que tu commences à survivre. » Je n'ai pas bu. Je ne me suis pas assis. Je suis resté debout, fixant le sol. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle l'entendait. « Tu veux prendre une douche d'abord » a-t-elle demandé, d'un ton neutre. Certains hommes préfèrent. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis tourné vers elle, la gorge sèche. « Tu retireras les charges si je fais ça ?» Elle a souri. Ni gentille, ni cruelle. Juste, sûre d'elle. Oui. Tout disparaît. Tu seras réintégré. Aucun dossier. Aucun scandale. Et si je refuse? Elle est allée s'asseoir sur le lit. Alors, bon courage pour la prison. Ta femme te quittera. Ton fils grandira en ayant honte de toi. Ta vie? Terminée. Je suis resté figé. 1 minute entière, peut-être. Puis j'ai hoché la tête. Je ne me sentais plus homme. Je n'étais qu'un pantin. Mon corps bougeait, mais mon esprit flottait ailleurs laissé-huré, détaché. Quand tout a été terminé, elle ne m'a presque pas adressé la parole. Elle m'a simplement tendu un papier plié. Donne ça à ton avocat. On dira que tout est réglé.
Je ne l'ai même pas regardé. Je suis sorti de la chambre et j'ai vomi dans la poubelle du couloir. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à sortir mes clés de voiture. Quand je suis rentré chez moi, tout était sombre. Clara et Louis dormaient. Je suis resté debout dans le salon, seul, figé, les larmes au bord des yeux. J'avais franchi la ligne que je m'étais juré de ne jamais approcher. Pour eux. Le lendemain, j'ai donné la note à mon avocat. C'était une attestation complète. Signée, notariée. Elle affirmait que les accusations étaient dues à une erreur administrative et que l'entreprise renonçait à toute poursuite. Les charges ont été abandonnées. L'affaire classée. Juste comme ça. Mais je n'ai rien ressenti. Pas de soulagement. Juste du vide. Le soir même, j'ai serré Clara dans mes bras. Elle m'a murmuré. Merci. Je savais que tu trouverais une solution. Je l'ai embrassée sur le front. Sans rien dire. Parce qu'elle ne savait pas. Et elle ne saurait jamais. Le lendemain matin, la lumière du jour me brûlait presque les yeux. Clara avait préparé des crêpes, un luxe qu'on n'avait plus osé s'offrir depuis des semaines. Louis riait à table comme si rien ne s'était passé. Comme si notre monde n'avait pas vacillé, la veille encore. Je souriais. Je riais même. Je la remerciais. Mais je ne sentais rien. Je ne sentais ni le goût des crêpes, ni la chaleur du café. C'était comme si je portais la vie d'un autre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail de l'entreprise. J'étais officiellement blanchi de toute accusation. Il m'invitait à revenir des finalisations du processus de réintégration RH. Marianne avait déjà envoyé une déclaration de rétractation. La direction se disait de soulager de tourner la page. J'ai fixé l'écran pendant 1 heure. Et j'ai refusé. Impossible de remettre les pieds là-bas. Impossible de croiser son regard, de l'entendre parler, de faire comme si rien ne s'était passé. Comme si je n'avais pas vendu mon âme dans la chambre 814. À la place, j'ai postulé pour un poste à distance dans une boîte de logistique d'une autre région. Moins payé. Mais suffisant. Assez pour payer le loyer. Assez pour acheter de nouvelles chaussures à Louis. Assez pour faire semblant de guérir. Clara ne m'a jamais demandé pourquoi je n'étais pas retourné à mon ancien poste. Elle était juste soulagée qu'on s'en soit sorti. Mais moi, je n'allais pas bien. Les nuits étaient les pires. Je fixais le plafond, entendant encore la voix de Marianne. Tu as fait le bon choix. Parfois, je me levais et tournais en rond dans le salon. Une nuit, j'ai failli tout avouer. Clara m'a trouvé, en larmes, recroquevillé dans la buanderie à 3 heures du matin. Elle m'a posé une main douce sur l'épaule. C'est fini maintenant, a-t-elle murmuré. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour nous. Je t'aime. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit que je l'aimais aussi. Mais je me sentais comme un imposteur. La culpabilité n'était plus une ombre. C'était une seconde peau. Chaque moment heureux me poignardait un peu plus. Voir Louis dessiner à la table. Entendre Clara fredonner en pliant le linge. Ces instants-là devaient être ma récompense. Mais il me punissait. Et puis, un jour, j'ai reçu une lettre. Sans expéditeur. Une simple photo à l'intérieur. Moi. Dans le couloir de l'hôtel. Pâle. En sueur. Debout devant la porte de la chambre 814. Derrière, un message manuscrit. Un pas de travers, et tout le monde saura. Pas de signature. Pas besoin. J'ai déchiré la photo. Je l'ai brûlée dans l'évier. Mais l'image? Elle ne voulait pas s'effacer. Dès ce jour-là, j'ai compris, Miranda n'en avait pas fini avec moi. Elle ne voulait pas simplement une nuit. Elle voulait le contrôle. Pour toujours. À partir de là, j'ai vécu 2 vies. Dans l'une, j'étais Eric et Marie fidèle, père aimant, l'homme qui avait traversé l'enfer et s'en était sorti. Dans l'autre, j'étais un pantin tenu par des fils invisibles, surveillé, piégé, constamment menacé par celle qui savait exactement ce que j'avais fait. Les semaines ont passé. Mon nouveau boulot était calme. Stable. Clara souriait un peu plus souvent. Louis s'est remis à dessiner, son dessin préféré représentait nous 3 sous un arc-en-ciel. Je l'ai accroché au frigo. Et je suis resté planté là pendant des heures,
à me demander si je le méritais vraiment. Puis est arrivé le deuxième courrier. Cette fois, ce n'était pas une lettre. C'était une clé USB. Déposée à la main dans notre boîte aux lettres. Pas de timbre. Juste mon prénom. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je savais déjà. Mais la peur et la curiosité, ce sont deux sœurs inséparables. Et l'une tire toujours l'autre vers le gouffre. J'ai attendu que Clara et Louis dorment. J'ai branché la clé sur mon ordinateur pro. C'était une vidéo. Noir et blanc. Une caméra de surveillance. Le couloir de l'hôtel. Moi, entrant dans la chambre de Miranda. Pas de son. Juste 30 secondes. Mais suffisant pour comprendre. Le deuxième fichier était pire encore. Un brouillon de mail. Adressé à Clara. Pas d'objet. Une seule phrase. Tu devrais demander à ton mari ce qu'il a fait la veille de l'abandon des charges. Ma poitrine s'est contractée. J'ai arraché la clé de l'ordinateur et je l'ai brisée en deux. Je transpirais. Je tremblais. Je suis resté là, des heures, l'écran noir devant moi. Cette nuit-là, j'ai commencé à dormir sur le canapé. J'ai dit à Clara que j'avais mal au dos. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais plus m'allonger à côté d'elle sans avoir envie de hurler. Miranda n'a plus jamais repris contact directement. Elle n'en avait pas besoin. Le message était clair. Elle me possédait. Si je parlais, si je bougeais, si je tentais quoi que ce soit, elle détruirait tout. Et le pire, c'est qu'il n'y avait aucune preuve contre elle. Rien de concret. Tout était verbal. Tout ce qu'elle avait fabriqué avait disparu. Et sur les papiers, c'était moi, le criminel qu'elle avait gracieusement innocenté. Elle était brillante. Diabolique. Mais brillante. Alors je me suis tu. J'ai joué mon rôle. Jusqu'au jour où Louis m'a demandé. « Papa, on peut retourner voir ton ancien bureau ? Dire bonjour aux gens ?» J'ai souri. Le bâtiment est fermé maintenant. Il a froncé les sourcils. « Ta chef, elle te manque ?» Je me suis figé. Clara m'a regardé. Et j'ai su. Un jour ou l'autre, quelqu'un découvrirait la vérité. Ça n'a pas pris longtemps. 2 semaines plus tard, Clara a trouvé le reçu. Elle faisait une lessive, a vidé les poches d'une vieille veste que je n'avais pas portée depuis des mois. Et là, plié, presque effacé par le temps, un reçu d'hôtel. Chambre 814. Un seul client. Horodaté à 23h59. Elle ne m'a rien dit tout de suite. Mais je l'ai senti. Elle était plus distante. Plus froide. Elle ne riait plus aux bêtises de Louis. Elle ne me touchait plus autant. Quand je demandais ce qui n'allait pas, elle répondait en souriant faussement. Je suis juste fatigué. J'aurais dû parler. Avouer. Mais j'ai eu peur. Peur qu'elle me quitte. Peur qu'elle me déteste. Alors je me suis tu. Et je l'ai regardé s'éteindre un peu plus chaque jour. Jusqu'à cette nuit-là. Louis était couché. Clara est entrée dans le salon, le reçu à la main. C'est quoi ça ? Sa voix ne tremblait pas. Et ça, c'était ce qui m'a le plus terrifié. J'ai voulu répondre. Trouver une excuse. Inventer n'importe quoi. Mais rien ne sortait. Elle a attendu. Longtemps. Puis, d'une voix brisée. C'est là que tu étais, la veille du retrait des charges. J'ai hoché la tête. À peine. Elle s'est assise. Ses mains tremblaient maintenant. Tu as couché avec elle ? Ma gorge était une lame. Je l'ai fait pour nous, ai-je murmuré. Elle m'a fait du chantage. Elle a tout monté de toutes pièces, Clara. Absolument tout. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et au lieu de me dire la vérité, elle a soufflé, « Tu as choisi ça ?» Je n'avais pas le choix. Elle m'a regardé. Et ce regard, je ne l'oublierai jamais. On a toujours le choix. Pas de cris. Pas de hurlements. Elle s'est juste levée. Et elle est allée dans notre chambre. Elle a fermé la porte. Et tourné la clé. Cette nuit-là, j'ai dormi par terre. Même pas sur le canapé. Le lendemain matin, elle était partie. Louis avec elle.
Juste un mot sur la table. On a besoin de temps. Ne m'appelle pas. Et là, je me suis effondré. Elle n'avait pas demandé le divorce. Pas encore. Mais elle était chez sa sœur. Elle ne répondait plus à mes messages. Je ne savais même pas si Louis comprenait ce qu'il se passait. J'allais au travail comme un fantôme. Je mangeais à peine. Chaque vibration du téléphone me glaçait le sang. J'espérais que ce soit elle. Mais ce n'était jamais elle. Et puis, un soir en rentrant, j'ai trouvé une enveloppe par terre, glissée sous la porte. Pas d'expéditeur. Encore une fois. À l'intérieur, une photo. Clara. À l'entrée du supermarché. Avec Louis. Et un mot. Tu as fait ton choix. Maintenant c'est à moi. Miranda n'en avait pas fini. Elle ne voulait plus juste le silence. Elle voulait l'obéissance. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté à la table de la cuisine, les yeux rivés sur la photo. Clara et Louis, innocents, sans défense. Mon cœur battait dans mes tempes. Mes poings étaient si serrés que mes doigts sont devenus blancs. Elle avait franchi une limite. Jusqu'ici, c'était moi qu'elle tenait. Mais là, elle avait touché à ce que j'avais de plus précieux. Le lendemain matin, j'ai pris la photo et le mot, et je suis allé voir un détective privé. Trouvé sur Internet. Cher. Beaucoup trop cher. Mais je l'ai payé. Et je lui ai tout raconté. Tout sauf le pire, la chambre 814. Il m'a écouté sans cligner des yeux. Puis il a dit. Vous n'êtes pas le premier. Comment ça? Elle a déjà fait ça. Ces mots m'ont coupé le souffle. Il a sorti un dossier. Fin. Il me l'a glissé. 3 noms. Tous d'anciens employés de mon ancienne entreprise. Tous virés pour conduite inappropriée. Tous des hommes. L'un était parti à l'étranger. Un autre avait été interné. Le dernier? Disparu. Elle cible toujours le même profil, m'a expliqué le détective. Des hommes qui ont quelque chose à perdre. Famille. Réputation. Elle les isole. Elle les casse. Puis elle les possède. Je fixais les noms. Aucun ne me disait rien. Pourquoi personne ne l'a arrêté? Il a haussé les épaules. Pas de preuves. Elle ne laisse jamais de traces. Mais peut-être que maintenant, vous avez ce qu'on attendait. La menace? Il a hoché la tête. S'en prendre à votre femme et à votre fils? C'est une autre dimension. Là, on peut creuser. Il m'a donné des consignes strictes. Ne pas répondre. Ne pas la provoquer. Ne surtout pas aller la voir. Juste, attendre. 3 jours plus tard, nouveau message. Un mail, cette fois, depuis une adresse anonyme. Un poste se libère chez Régional. Tu vas postuler. Tu seras pris. Et tu feras ce qu'on te dit. Pièce jointe, une offre d'emploi. D'une société sœur, contrôlée en partie par Miranda. Elle voulait me déplacer. Me rapprocher. M'avoir encore plus sous sa coupe. Je n'ai pas répondu. J'ai tout transféré au détective. Mais mon silence ne lui a pas plu. Le lendemain, la sœur de Clara m'a appelé, affolée. Clara pense qu'on les surveille, a-t-elle chuchoté. Un SUV noir, 2 nuits d'affilée, garé en face de la maison. Même plaque. J'ai senti le sol s'ouvrir sous moi. Elle avait pris Louis et s'était réfugiée chez une amie, dans une autre région. Clara ne me parlait toujours pas. Et j'ai compris. Si je n'agissais pas maintenant, Miranda irait plus loin. Cette nuit-là, j'ai rappelé le détective. Je me fiche du prix, ai-je dit. Trouvez-moi quelque chose. Tout. Je ferai ce qu'il faut. Sa voix, au bout du fil, était posée. Alors soyez prêts. Parce que si on l'attaque, ce sera sans retour en arrière. 2 semaines. C'est le temps qu'il a fallu. 2 semaines de silence. 2 semaines à vivre dans la peur, à vérifier chaque recoin de chaque pièce avant de respirer. Puis le détective m'a appelé. On la tient. Pas de triomphe dans sa voix. Juste du calme. De la détermination.
Il m'a expliqué, Miranda avait utilisé des fonds de l'entreprise pour engager une société de surveillance privée. Objectif, suivre certains employés. Moi y compris. Elle avait maquillé ça dans la comptabilité sous la ligne audit externe. Mais cette fois, elle avait été négligente. Elle commençait à perdre le contrôle. Elle a glissé, m'a-t-il dit. Peut-être à cause de votre résistance. L'un des contractuels, un ancien flic, avait accepté de parler. Le détective l'avait payé. En échange, on avait tout reçu, photos, emails, enregistrements audio, log. Des preuves que Miranda avait expressément autorisé la surveillance de Clara et de Louis. C'était suffisant. Le détective avait déjà contacté quelqu'un au niveau fédéral. Pas la police locale, trop risquée. Un service plus haut placé. Plus discret. Ils ne voulaient pas de scandale, mais ils étaient intéressés. Très intéressés. Elle n'est pas juste toxique, m'a dit le détective. Elle est un danger. Pour votre famille. Et pour leur entreprise. Cette nuit-là, j'ai roulé 3 heures jusqu'à l'endroit où Clara et Louis s'étaient réfugiés. Sa sœur m'a laissé entrer. Mais elle m'a prévenu. Elle n'est pas prête à te voir. J'ai toqué quand même. Clara a ouvert. Elle avait l'air fatiguée. Vidée. Ses yeux me détaillaient comme si j'étais un étranger. Je sais que je n'ai aucun droit, ai-je dit. Mais je ne suis pas là pour m'excuser. Je suis là pour te montrer quelque chose. Je lui ai tendu le dossier. Tout ce que le détective avait rassemblé. Elle l'a lu. Silencieuse. Ses mains tremblaient. Elle tournait les pages, sans parler. Puis, enfin, elle m'a regardé. Elle me suivait? J'ai hoché la tête. Elle a utilisé notre fil pour me menacer. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais pas de peur. De rage. Elle va aller en prison, ai-je ajouté. Mais ils ont besoin de mon témoignage. Et si je parle, elle peut m'emmener avec elle. Clara m'a fixé. Tu as peur qu'elle révèle ce que tu as fait. Je n'ai pas répondu. Le silence entre nous était plus lourd que jamais. Et puis elle a murmuré. Alors dis la vérité. Toute la vérité. Je me suis assis. Et je lui ai tout raconté. Chaque détail. La chambre. Le dégoût. Le silence. Comment j'avais cru faire ça pour les protéger. Clara ne m'a pas interrompu. Quand j'ai fini, elle m'a juste demandé, d'une voix douce. Pourquoi tu ne m'as pas laissé décider ce que j'étais capable de pardonner? Je n'ai pas eu de réponse. Mais cette nuit-là, elle m'a laissé dormir sur le canapé. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'agent fédéral. On agit cette semaine. Si vous voulez vous en sortir proprement, on a besoin de vous. Je témoignerai, ai-je dit. Je dirai tout. Même si tout le monde découvrait ce que j'avais fait. Même si je perdais Clara pour de bon. Parce que peut-être que la seule façon d'en finir, c'était de détruire la dernière part de moi que Miranda ne possédait pas encore. Ils l'ont arrêtée un jeudi matin. Miranda, toujours perchée sur ses talons, dans son bureau en verre, s'est fait passer les menottes devant tout le service. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas résisté. Elle s'est juste tournée vers les caméras de surveillance et a esquissé un sourire méprisant, comme si tout ça ne la concernait pas. Les charges étaient graves. Détournement de fonds, surveillance illégale, harcèlement, coercition. Mais ce n'était pas ça qui lui faisait peur. Ce qui la terrifiait, c'était de voir mon nom sur la liste des témoins. J'ai témoigné à huis clos. J'ai tout raconté. Chaque fait. Sous serment. Elle était là. Assise de l'autre côté de la salle. Son avocat prenait des notes. Elle me fixait. Sans expression. Quand j'ai terminé, le procureur m'a posé la question. Est-ce qu'elle vous a expressément demandé une relation sexuelle en échange de votre innocence? Une seconde de silence. Peut-être 2. Puis j'ai dit. Oui. Miranda a eu un tressaillement. Presque imperceptible. Son avocat s'est penché vers elle. Elle n'a plus tourné les yeux vers moi ensuite. Une semaine plus tard, ils lui ont proposé un accord. 10 ans de prison. Sans possibilité de libération avant 5. Elle a accepté. Son empire s'est effondré en quelques jours. Ses avoirs ont été gelés.
sa réputation détruite. L'entreprise a lancé une refonte interne totale, paniquée à l'idée d'autres révélations. Mais le vrai silence? C'est celui qui est venu après. Clara est revenue. Pas d'un coup. Petit à petit. Un sac à la fois. Un dîner ici. Une nuit là. Puis, un soir, elle a mis Louis au lit et ne m'a pas dit au revoir. Elle est restée. On a parlé. On a pleuré. On s'est disputé. Et puis, on s'est compris. Je ne lui ai jamais demandé de me pardonner. Je ne le méritais pas. Mais un soir, sur le perron, elle s'est assise à côté de moi. Tu n'as pas cédé. Tu as plié. Tu as tellement plié que je ne te reconnaissais plus. Mais tu n'as pas cédé. Si, ai-je murmuré. Dans cette chambre, j'ai cédé. Elle a secoué la tête. Non. Parce que tu es revenu. Je n'étais pas sûr de la croire. Mais j'en avais besoin. Le monde a tourné la page. Miranda est devenue un nom parmi tant d'autres, écrasé par un scandale de plus. On m'a proposé de revenir à mon ancien poste. J'ai refusé. J'ai lancé ma propre société de conseil. Petite. Discrète. Intègre. Clara a repris un travail à temps partiel. Louis a recommencé à dessiner des super-héros. Un jour, il m'a tendu un dessin en disant « Celui-là, c'est toi, papa. » Je l'ai encadré. Mais le poids n'a jamais totalement disparu. Chaque matin, je me réveillais avec cette peur. Que tout recommence. Que Clara me regarde et voit ce que je suis. Un homme qui a franchi une ligne, même pour protéger les siens. Mais chaque matin, elle m'embrassait sur la joue. Et chaque matin, je choisissais d'avancer. Même si je ne savais pas si j'en avais le droit. 6 mois ont passé. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre. Pas d'adresse d'expéditeur. Pas de nom. Mais l'écriture, je la reconnaîtrais entre mille. C'était Miranda. 3 lignes. Pas plus. Je repense souvent à cette nuit. Je me demande si ta femme y pense aussi. De rien. Je l'ai brûlée. Je ne l'ai pas montrée à Clara. Elle ne parlait plus d'elle depuis des semaines. On reconstruisait. Petit à petit. Un repas après l'autre. Une histoire du soir à la fois. Il restait des silences. Des gestes retenus. Mais il y avait aussi des rires. De vrais rires. Doux. Sincères. Louis m'appelait à nouveau mon héros. Mais moi, je savais que je ne serais jamais plus le même homme. Je vérifiais toujours les verrous 3 fois avant de dormir. Je ne pouvais plus passer devant un hôtel de luxe sans avoir envie de vomir. Et certaines nuits, je fixais Clara en silence, me demandant comment elle pouvait encore me regarder sans dégoût. Il y a des cicatrices qui ne disparaissent pas. Mais ma petite entreprise marchait bien. Clara venait parfois déjeuner avec moi. Louis a eu 6 ans. Il m'a dit « Quand je serai grand, je veux être comme toi. » Je ne savais pas quoi lui répondre. Le thérapeute que je voyais m'a parlé de culpabilité du survivant. D'un homme coincé entre ce qu'il était et ce qu'il a dû devenir pour survivre. Que le pardon ne signifiait pas oublier, mais avancer. Tout en portant la vérité avec soi. Sauf que certaines vérités sont trop lourdes. Et je la porte tous les jours. Il y a quelques semaines, j'ai croisé un ancien collègue. Il ne savait que la version publique. Il m'a serré la main et m'a dit « Tu dois être soulagé. Ton nom a été blanchi. » J'ai souri. Forcé. Mais à l'intérieur, j'ai eu envie de hurler. Blanchi ne veut pas dire propre. Et la justice n'efface pas la douleur. C'est ça qu'on ne vous dit jamais. Je vis toujours avec ce que j'ai fait. Avec ce que j'ai laissé me faire. Avec ce que j'ai enlevé à ma femme, cette nuit-là, en faisant ce choix. Mais je vis aussi avec le fait que Louis s'endort au chaud. Que Clara fredonne en cuisinant. Que je suis libre pas parce que j'ai gagné. Mais parce que j'ai tenu. Et peut-être que, juste peut-être. C'est suffisant. Mais aujourd'hui, je vous pose la question. Et vous, à ma place? Vous auriez fait quoi?